Alors, pour le coup, je vais continuer en français. Pour une raison très simple, c'est que je passe déjà 80% de ma vie dans des pays non francophones. Donc l'anglais, I think I dominate, but je suis aussi fier de ma langue et pour une fois que je peux la pratiquer avec un pays ami, autant en profiter. Moi-même, je viens donc de France, en l'occurrence. Je dirige Code Europe, qui est une société de conseil stratégique en transformation des entreprises et des territoires. Auparavant, j'ai fait 2-3 choses. Par exemple, j'ai travaillé pour Airbus pendant 15 ans. J'ai dirigé un programme le programme de transformation Digital Industrie pour Airbus sur quelques années, avant de basculer chez Bombardier pour faire la même chose chez Bombardier. Donc, Global Industrie aéronautique, je connais un peu. Pareil pour le ferroviaire, le transport. Next slide, please. Oui. Donc, sans répéter ce que je viens de dire, Code Europe accompagne la transformation de l'industrie. Nous avons 3 business lines. L'une qui va sur l'accompagnement stratégique, le deuxième qui est sur l'excellence industrielle, et la troisième qui est sur l'évolution du capital humain, parce qu'on ne peut pas faire de transformation d'entreprise, qui plus est d'industrie, dans son territoire, sans prendre en compte le capital humain de l'entreprise et l'implication humaine qu'il y a dans la société tout autour. Next slide, please. Donc, à part ça, Code Europe est en effet déployé en Europe depuis le Maroc très bientôt, parce qu'en fait, je travaille depuis quelques mois sur le Maroc pour pouvoir justement développer cette implantation, et puis raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui aussi. Et nous allons jusqu'en Russie. Est-ce que ça va marcher là cette fois-ci? Donc pour basculer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter une vidéo d'Adidas qui est sur la fabrication additive. Bon, apparemment ça marche pas très bien. Si, non, peut-être. Qui fabrique du composite dans la salle? Personne dans le composite? Non? Bon. Donc juste pour dire que quelqu'un qui fabrique du composite, comme on le fait dans l'aéronautique par exemple, travaille sur la fabrication additive déjà depuis quelques décennies. Donc la fabrication 3D ne fait que progresser cette connaissance. Certains d'entre vous ont déjà déployé des processus automatisés un petit peu dans leur entreprise. Moi-même, j'ai commencé ça dans mes premières années de carrière. Il y a 20 quelques années, je travaillais pour une chocolaterie. Et chocolaterie, c'est très bien. Ma femme m'appelait son bonbon quand je rentrais à la maison parce que j'étais imprégné de chocolat. Dans cette entreprise, qui est Lint, j'ai notamment travaillé sur la modernisation des chaînes de production, qui étaient électrotechniques et électromécaniques à l'époque, en chaînes numériques. Donc, tout à l'heure, Siemens nous parlait de Digital Twin. La recette dans le fichier de configuration, c'est déjà le modèle. Et quand vous avez le système de suivi de la ligne de fabrication, vous avez un Digital Twin de la ligne de fabrication. Numériser les lignes de fabrication à l'époque a permis à Lint de passer de la tablette de chocolat, que tout le monde connaît, chocolat au lait ou chocolat noir, standard sur la ligne de fabrication, unique, unitaire, c'est vraiment la force de thé du chocolat, à quelque chose qui est beaucoup plus flexible, avec plusieurs recettes. Donc vous avez des chocolats à l'orange, du chocolat au citron, du chocolat à la menthe, etc. Et fabriquer du chocolat flexible comme ça à la demande en fonction du profil marketing du client a permis à Lint notamment de développer sa gamme de chocolat, de tablettes de chocolat. Donc maintenant quand vous allez dans le supermarché, enfin maintenant ça fait 20 ans, à côté des stands du présentoir de tablettes de chocolat standard, vous avez 15-20 tablettes de recettes différentes. Ce sont les mêmes lignes de production qui sont derrière. Je dois dire aussi que c'est du Siemens, à l'époque qu'on avait déployé. Donc pour dire, Siemens a du métier là-dessus. Je dois dire aussi que Schneider en a autant, parce que j'ai travaillé avec Schneider aussi sur d'autres sujets, pour faire de l'automatisation de la même façon. Ce que je veux dire ici, c'est que digitaliser une industrie, ça se fait au niveau de la fabrication, et comme je l'ai dit, c'est relié à un marché. Avoir la donnée de perception, enfin le demand sensing sur le client permet directement à Lint à l'époque de configurer la recette précisément en fonction de ce que demande le client. Donc avoir la ligne de fabrication qui soit alignée sur le marché et avoir le volume de production qui soit capable d'alimenter à la demande en fonction du flux de besoins des stocks, des entrepôts et du circuit de distribution. Industrie
3.0, 4.0, c'était il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, en 2019, me parler de choses que je faisais en 1997, pourquoi pas? Allons un petit peu plus loin. Il serait temps de passer à l'action. Donc en 20 ans, en effet, en Europe, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Parmi les choses que j'ai pu faire au fil des années, j'ai notamment travaillé sur j'ai contribué à la mise en place du pôle de compétitivité Aerospace Valley, qui est le plus gros pôle de compétitivité français spécialisé en aéronautique et spatiale dans le sud de la France. Là-bas, j'ai notamment coordonné le domaine d'activité stratégique qui était Industrie du futur à l'époque. On parle de 2010-2013 là. Aujourd'hui, en 2019, quand on me parle d'industrie du futur, bon, bien gentil, mais là, on est un peu déjà dans le passé. Donc, je ne sais pas qui ce matin disait industrie 4.0, industrie du futur, non. Now. C'est maintenant déjà qu'il faut déjà y être. Donc, je peux tout à fait comprendre qu'il y a des besoins de financement pour aider la transformation de l'entreprise, notamment de la PME, pour pouvoir rester dans sa supply chain, parce que le donneur d'ordre, lui, il avance, et il continue d'avancer. Et ce matin, monsieur Lamy disait très justement que quand on est au menu, il faut choisir sa place. Soit être avec la fourchette et manger, soit être le repas. Amis, comptez-vous, qui veut être le repas? Moi, j'ai choisi déjà, il y a bien longtemps, d'être le mangeur. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Tout chef d'entreprise qui se respecte, donc moi j'en suis un, donc nous avons 3 leviers stratégiques. Pas 4, pas 5, pas 10. On a 3 leviers sur lesquels jouer. Le leadership sur l'offre, donc avoir la meilleure proposition de valeur par rapport à un marché, par rapport à un sujet, et être le meilleur par rapport à ça. Il y a forcément une compétition, il s'agit d'être le meilleur. Il y a un deuxième sujet un deuxième levier qui est le meilleur par rapport à quoi. Donc, et ça, c'est vraiment un basique de la stratégie, c'est l'intimité au client pour pouvoir percevoir son besoin. Le troisième point, c'est être juste excellent sur le plan industriel. Et être excellent sur le plan industriel, c'est pas être juste sur la fabrication, c'est être bon sur toutes les phases du cycle de vie industriel, depuis la conception jusqu'à l'après-vente dans le service au client. Et là, on rebouclera sur le premier levier qui est l'intimité au client. Industrie 4.0 va pas tellement s'occuper de la partie offering leadership, mais va surtout travailler sur la permettre d'être meilleur sur la customer intimacy et sur l'opérationnel excellence. Je reprends mon exemple de Lynn tout à l'heure. Les données marketing, le demand sensing, ça sont des choses que n'importe quel fabricant de biens de consommation connaît à partir des données et des volumes de vente qui sont connus avec la chaîne de distribution. Demand sensing permet d'avoir un dialogue avec la partie industrielle. L'industrie, c'est pas, encore une fois, juste de la fabrication. J'entends beaucoup Industrie 4.0 en tant que juste Manufacturing 4.0. Non, bougez de là. Industrie 4.0, c'est Design 4.0, Manufacturing 4.0, Supply 4.0, Maintenance 4.0, Service 4.0. Si on ne fait pas tout ça, on ne fait pas de l'industrie. L'industrie, si je reprends la définition de Jean Tirole, prix Nobel 2014, l'industrie, c'est l'organisation économique qui supplée une demande. Organisation, économie, supply chain, une demande. Il faut couvrir tout le cycle. Là, on fera de l'industrie 4.0. Et l'industrie 4.0 est un vrai sujet économique. La donnée est l'élément central de cette transformation de l'économie. Et c'est la raison pour laquelle on a un usage aussi important de la donnée, des technologies de l'information qui vont récupérer cette donnée par tous les moyens possibles. Et c'est là où le digital est important pour pouvoir capter, sentir, récupérer, traiter automatiquement à bas niveau, jusque dans le cloud, pour pouvoir rendre un service. Rendre un service, fabriquer est un service. Bien maîtriser son instrument de fabrication permet de mettre cet instrument de fabrication en service à un client. Serviciser
une facilité industrielle est un vrai sujet central en industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est une organisation économique du physique dans le virtuel. Next, please. Mais aujourd'hui, aïe, ça marche ou ça marche pas? Vidéo. Faut faire 100, on va faire 100, on va gagner du temps. Bon, on la connaît, hein. Ça c'est la séquence Zootopia dans l'administration où on a affaire à des paresseux qui ont une procédure très intéressante, mais bon, pas forcément performante sur le plan Customer Satisfaction. Ce qu'il nous faut, c'est, sur le plan industriel, c'est synchroniser le rendez-vous, la bonne pièce, le bon outil, la bonne compétence. Ça, il y a besoin de visibilité. Ça permet de réduire l'inventaire. Ça, c'est un vrai sujet d'intérêt pour n'importe quel industriel, parce que l'inventaire est un élément comptable qui plombe les comptes. Donc, quand on fabrique en 3D, on va réduire l'inventaire au strict minimum, typiquement, juste pour pouvoir matcher la demande. Il va falloir acheminer. On va jouer sur plusieurs points, minimiser le besoin de transport, gérer des stocks en proximité, ça demande de l'orchestration, ça demande de la visibilité sur la proximité, et puis alimenter juste à temps autant l'entrepôt que la chaîne de fabrication, que le stock du client, voire le client lui-même. Et avoir cette orchestration dans l'ensemble, ça demande de l'organisation et ça demande d'avoir un traitement de l'information de bout en bout avec de multiples capteurs dans tous les sens pour pouvoir le traiter. Là, on est sur un problème d'informatique, pas un problème digital. Cependant, avoir l'organisation de la supply chain efficace, c'est ce qui est le moteur d'une excellence industrielle de départ. Avoir un suivi de la fabrication qui capte au fur et à mesure la refabrication du modèle dans le digital twin permet d'avoir une intégration digitale de la qualité, du suivi de la qualité, de la maîtrise de la réalisation et la capture, comme le montrait ST ce matin, sur la chaîne de fabrication des composants. Donc la capture de tous les micro-détails qui vont faire qu'un composant peut être éligible ou pas à une norme de qualité. Et là, en fonction de ce que l'on sait traiter sur le plan technique dans l'identification de la qualité de chacun des éléments de production, on va savoir dire ce composant-là va être bon et éligible pour ce marché, il n'est pas bon pour cet autre marché, mais on va pouvoir router les composants dans leurs différents états de qualité aux différents marchés en fonction des exigences et de leur éligibilité aux exigences. Donc gagner en souplesse, en efficacité sur cette supply chain interne à l'entreprise grâce aux moyens de fabrication qui sont digitalisés, grâce aux moyens de tracking qui sont réalisés, permet de gagner en efficacité sur l'ensemble. Next, please. Voilà, donc avec d'autres choses. Donc un exemple, parce qu'avec tout ça, on se demande où est l'humain. Là, je voulais illustrer avec une réalisation que j'ai eue dans mes périmètres, avec la digitalisation, pour le coup, d'une fonction de peinture. Donc, on peut parler de numérisation de l'atelier de peinture. Des ateliers de peinture, on en a à peu près dans toutes les industries de fabrication discrète, que ce soit en automobile, enfin, bref. Et aujourd'hui, enfin jusqu'à récemment, l'atelier de peinture était une cellule confinée dans laquelle on enfermait les peintres et ils étaient autorisés de sortir une fois qu'ils étaient bien intoxiqués et qu'ils avaient fini leur boulot. L'ennui de ce genre d'atelier, d'abord, c'est que ça confine un peu à la torture. Donc les peintres sont bien sympathiques de ne pas porter plainte, parce que c'est une agression quand même claire, SST, sur ces personnes. Le deuxième, c'est qu'on n'a aucune information qualité de ce qu'il se passe dans l'atelier, c'est juste confiance à l'expert. Et le troisième, c'est qu'on a, sur un processus qui est entièrement manuel, aucune information de réalisation. Industrie 3.0, robotisation. On a sorti l'humain, on met des robots. Le robot, lui, répète tranquillement son programme et peint la même pièce qu'il y avait dans l'atelier. On n'a plus d'humain dans la pièce. Très bien. Problème 1. La qualité. Comment est-ce qu'on la mesure? Est-ce que le robot est capable d'avoir l'expertise, enfin l'œil expert de l'humain pour dire là c'est bon, là c'est pas bon? La réponse est non et le robot ne sait pas le faire. Même avec beaucoup d'IA, avant qu'on y arrive, il va se passer beaucoup de temps. Le deuxième, c'est que
même si l'humain est préservé, même si on a beaucoup d'informations, on n'est pas très flexible. Il faut reprogrammer le robot à chaque fois qu'on change une pièce. Donc, évolution de ça, next please. On passe vraiment là, par contre, dans l'industrie 4.0, où on apprend au robot à peindre. Le peintre qui était dans ma cellule est le meilleur expert pour dire au robot comment il faut faire. La façon que nous avons de réaliser, donc là en l'occurrence c'est sur des travaux qui ont été faits entre Airbus d'une part et puis Bombardier d'autre part, a été d'apprendre au robot, donc capturer la gestuelle de peinture en immersion cave, donc on est en immersion, en 3D, avec des HoloLens, etc., donc réalité virtuelle. Et le peintre 4.0, enfermé dans son environnement virtuel, n'est plus exposé aux peintures, aux vapeurs toxiques, etc., et apprend au robot à peindre. Alors vous me direz, oui, mais une fois que le robot il sait peindre, mon peintre, il n'a plus de boulot. Ah bah si, parce que là, il a une nouvelle compétence. Il sait apprendre à des robots à peindre. Donc, il a acquis une nouvelle compétence. 2, il peut surveiller si le robot fait bien. Donc, avant d'être peintre, il devient maître peintre. Et puis, comme il a l'œil de l'expert, il sait optimiser le programme de robot. Et donc, mon peintre, qui a cette connaissance de peinture que le robot ne peut pas avoir et qu'il ne pourra pas avoir avant bien longtemps, va être capable de contrôler la qualité, va pouvoir être capable d'optimiser le programme. Et comme il a du temps qui est libéré, cette compétence-là va permettre de revendre du service à d'autres entreprises qui ont le même besoin. Et c'est ce qui s'est passé. La mise en place de la technologie, donc là en l'occurrence on est dans un atelier ABB Robot Studio avec un écosystème d'optimisation des programmes de peinture. La cellule peinture, auparavant qui était enfermée dans la cellule atelier, a maintenant des jolis bureaux avec un environnement technologique complet, et a demandé à être en spin-off pour pouvoir développer leur propre activité en service à d'autres entreprises. On est passé de 4 employés à quelque chose comme 50 employés. Donc, Industrie 4.0 robotique égale création d'emplois. D'où l'importance d'accompagner vraiment l'humain, qui est un capital qu'il faut savoir valoriser au niveau d'un territoire. Pourquoi au niveau d'un territoire? Parce que mon entreprise qui a son atelier de peinture, elle a un écosystème, elle a un réseau. Un entrepreneur travaille toujours en réseau. Et ça, c'est une logique de territoire. Et avoir le développement d'une compétence technique territorialement est un élément fondamental. On parlait de capacité 3D printing. Oui, le Maroc a un vrai savoir-faire en la matière. Il faut capitaliser là-dessus. Next. Et on va finir là-dessus, je pense. C'est ça. Voilà. Donc, juste pour finir là-dessus, sur le plan technique, il y a plein de solutions digitales qui existent. Je ne vais pas refaire le parcours du compas McKinsey. Pour l'entrepreneur, enfin pour l'industriel, quelle que soit sa taille, il y a différents drivers sur lesquels on peut jouer. Ça, c'est une question de stratégie d'entreprise, de stratégie industrielle, etc. Quel est le besoin du directeur industriel en termes d'amélioration de son efficacité opérationnelle? C'est spécifique à chacun. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en place des solutions en face. Next, please. Et au Maroc en particulier, c'est la raison pour laquelle nous avons proposé, il y a déjà quelques temps, le lancement de Industrie 4.0 Maroc avec le club des dirigeants, l'OSIM et Hicham. Merci. Je tiens à féliciter, moi aussi, Hicham, parce qu'il fait un boulot phénoménal. C'est un vrai patriote du Maroc, tout à fait. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec des personnalités telles qu'Hicham. Et il faut vraiment le soutenir. Et donc le lancement d'Industrie 4.0 Maroc est un vrai sujet en association qui est proposé de façon à pouvoir partager la connaissance des praticiens au Maroc. C'est la façon de pouvoir déployer rapidement et efficacement la connaissance sur le tissu économique.